Sur notre vaste planète, les animaux à grandes oreilles sont presque omniprésents. Ils sont étonnamment résistants et si charmants qu'on les croit plus fragiles qu'ils ne le sont en réalité. Sur le continent américain, il existe plus de 100 espèces de lapins et de lièvres, sauvages et domestiques. Des montagnes rocheuses au désert de l'Arizona, du centre-ville de Chicago, aux forêts boréales gelées du nord canadien. Et ils ont beau nous être très familiers, ils ne cessent de surprendre les scientifiques qui s'intéressent à eux. Les jeunes portent cette marque dans leur gène comme les fantômes de tous les prédateurs du passé. Suivons à présent ce lapin dans son terrier. C'est un peu comme si mon fils aîné entrait à l'université, mais lapin quitte le nid. Pour découvrir de fabuleuses histoires d'animaux à grandes oreilles. Ils vivent tout près de nous, mais dans un monde à eux. Ils partagent nos jardins, nos parcs, mais ils gardent souvent une bonne part de mystère. On sait si peu de choses sur les lapins et les lièvres qu'on a même parfois tendance à les confondre. Grossière erreur. Les lièvres sont beaucoup plus corpulents et leurs oreilles et leurs pattes sont plus grandes. Les lapins, eux, naissent dans un nid, sans pelage et sans défense. Ils viennent au monde aveugles et sourds, et au bout de 2 semaines, ils sont encore entièrement dépendants de leur mère. Alors que les petits lièvres naissent à même le sol, déjà couverts de poils et les yeux grands ouverts sur le monde. À la différence de leurs cousins plus vulnérables, ils sont déjà prêts à courir 1 heure après leur naissance. Il existe 31 espèces de lapins sauvages, toutes très différentes et remarquablement adaptées à leur environnement. Celle des lapins à queue blanche est l'une des plus communes sur Terre. Si commune qu'on n'y prête plus vraiment attention. Et pourtant, à y regarder de plus près, ces animaux ont des talents insoupçonnés et sont capables de comportements étonnants. Le soleil se couche sur Chicago et peu à peu, la ville se vide. Ce soir, mâles et femelles vont quitter leur cachette pour se livrer à un rituel insolite et très spectaculaire. Une cour endiablée qui va mobiliser toute leur énergie et leur endurance. Dans un enchaînement de cabrioles, de bonds athlétiques et autres déhanchés suggestifs. D'un rapide coup d'œil, le mâle choisit sa partenaire, puis hume l'air pour s'assurer qu'elle soit bien réceptive. Si c'est le cas, la danse peut commencer. D'un petit bond, les 2 protagonistes se mettent en position, puis le mâle s'élance. Il se rue à toute vitesse sur la femelle pour lui manifester ses intentions. Mais elle l'esquive en bondissant en l'air. No, I ain't looking to fight with you, frighten you or uptighten you, drag you down or drain you down or chain you down or bring you down. All I really want to do is, baby, be friends with you. Si la femelle est trop farouche, le mâle essaie de se jeter sur elle. Ce qui n'est pas sans risque, car elle peut tout à fait lui donner un coup ou le mordre pour lui signifier son refus. Bas les pattes. Le mâle peut aussi espérer l'attirer en l'aspergeant d'urine au passage. Mais ce geste peut avoir l'effet inverse et la rendre encore plus agressive. En revanche, si la femelle se montre intéressée, les assauts vont se multiplier. Toujours plus loin, toujours plus haut. À l'issue de cette passe d'armes, elle sera prête à s'accoupler.
Si ces lapins sont d'incroyables athlètes, leurs cousins, les lièvres du désert, n'ont rien à leur envier. Dans notre imaginaire, lapins et lièvres évoquent plutôt des images de créatures sans défense, prêtes à se faire dévorer. Mais c'est très loin de la réalité. Ces lièvres d'Amérique, par exemple, pèsent plus de 4 kg pour une longueur totale de plus de 60 cm. Leur nom signifie littéralement « lièvre antilope », ce qui en dit long sur leur rapidité à la course. Les lièvres sont généralement plus grands et à la différence des lapins qui ne se retrouvent que pour s'accoupler, ceux-ci se réunissent en petits groupes pour se nourrir au grand jour de cactus, d'herbes et de feuilles de mesquité. Les lièvres antilopes comptent parmi les plus grands spécimens d'Amérique du Nord. Ils sont parfaitement adaptés à leur environnement désertique. Leur pelage est hautement réfléchissant et isolant pour les protéger du soleil cuisant. Et leurs grandes oreilles, traversées d'un réseau très dense de vaisseaux sanguins, servent de régulateurs thermiques dans un milieu où les températures dépassent souvent les 40 degrés. Avec leurs grands yeux placés en haut de leur tête, ils repèrent les prédateurs dans toutes les directions et leurs oreilles, incroyablement longues, peuvent capter des sons à 3 km. En particulier, le cri perçant des rapaces. Dans l'habitat naturel de ces lièvres, les plantes sont hérissées de longs piquants, ce qui les protège des menaces venues du ciel. Mais les buses de Harris ne sont pas des prédateurs comme les autres. Ce sont les seuls rapaces à chasser en bande. Et chaque nouveau membre qui rejoint le groupe augmente les chances de succès de 10%. Autant dire que le lièvre antilope ne part pas gagnant. Ce groupe a envoyé un éclaireur. Une fois la proie repérée, un signal est donné et la bande de chasseurs se met en position. L'éclaireur poursuit la proie, tandis que les autres suivent de chaque côté pour ne pas la perdre de vue. Mais ce n'est pas si simple, car ce lièvre est bâti pour la course. Un seul bond peut le propulser à 6 mètres et il fait des pointes à plus de 70 km/h. Dans cet environnement brûlant et semé d'embûches, la ligne droite n'est pas la meilleure solution. Mais ces lièvres sont dotés de pattes arrière qui leur permettent de zigzaguer pour échapper aux prédateurs. Ils sont si rapides et agiles qu'un rapace seul aurait bien du mal à arriver à ses fins. C'est pourquoi ils préfèrent se passer le relais pour maintenir la pression sur leur proie avant de fondre sur elle pour lui couper toute retraite. Le lièvre a senti le piège. Il préfère se cacher en espérant que le danger s'éloigne. Mais les buses connaissent bien la chanson. Et elles ont un plan B. L'une d'elles atterrit pour tenter de débusquer la proie,
tandis que le reste du groupe surveille d'en haut. Et le lièvre se retrouve à découvert. Un virage mal négocié, un faux pas, et c'est la fin. Même pour un animal aussi performant que le lièvre antilope. Dans la nature, il est difficile d'échapper à ces prédateurs. Mais les lapins et les lièvres sont parfois confrontés à une menace bien plus grande. La perte de leur habitat naturel conduit certaines espèces au bord de l'extinction. Les lapins de Nouvelle-Angleterre, par exemple, sont devenus si rares qu'une équipe de biologistes travaille actuellement à endiguer leur disparition. Ce n'est pas si facile que ça d'élever chaque bébé lapin jusqu'à l'âge adulte. On dit se reproduire comme des lapins. Mais ce n'est pas si simple. Ils se reproduisent facilement, c'est vrai, mais ils sont aussi vulnérables. Il leur faut des conditions de vie très particulières. Qu'on s'occupe d'eux, mais aussi qu'on les laisse tranquilles. Entre les deux parcs zoologiques, le Roger Williams et le Queen's, on a élevé entre 150 et 200 lapins au cours des 6 dernières années. Chaque lapin qu'on aide à grandir et qu'on relâche dans la nature est potentiellement le point de départ d'une nouvelle lignée. Chaque individu est donc très important pour nous. Aujourd'hui, un groupe de jeunes lapins n'ayant connu que la vie en captivité part pour un voyage qui va changer le cours de leur existence et de celle de toute leur espèce. Ils vont changer radicalement d'univers. C'est un peu comme s'ils quittaient le lycée pour l'université, mais lapin quitte le nid. C'est un grand changement. Comme beaucoup de spécimens sauvages, ces lapins à queue blanche sont bien adaptés à leur milieu. Avec leur vision périphérique limitée, ils sont plus à l'aise dans les fourrés et les broussailles. Ces 20 dernières années, ces lapins ont perdu jusqu'à 85% de leur habitat naturel. Des dizaines de millions de dollars sont aujourd'hui investis pour réintroduire les lapins de Nouvelle-Angleterre dans leur environnement traditionnel, entre l'État du Maine et New York. La réalité, c'est qu'on n'en trouve plus aucun depuis 2006 dans l'État du Rhode Island. On pense qu'ils ont totalement disparu. On va vérifier son étiquette pour être sûr que c'est lui qui doit partir. Il y a vraiment un très gros risque que ces lapins disparaissent de notre écosystème si on ne poursuit pas nos efforts d'élevage en captivité et de réintroduction. Allez, en voiture. Depuis plus de 1000 ans, ces lapins jouent un rôle fondamental dans leur biotope. Ils dispersent les graines, mangent les herbes et autres plantes. Leur disparition aurait des conséquences très variées sur l'écosystème. La nature, c'est comme une roue de vélo. Au départ, les roues sont toutes neuves, avec tous leurs rayons, elles filent droit. Mais si on enlève un ou deux rayons, la roue se voile. Elle roule moins droit. Et si on en enlève plus, la roue se plie. Ce lapin, c'est l'un des rayons de la roue de la Nouvelle-Angleterre. On y tient beaucoup. Ils vont quitter le Kansas. Ils ne pourront plus bénéficier de tous les soins qu'on leur apporte tous les jours. Ils ne seront plus nourris. Ils vont devoir trouver leur nourriture eux-mêmes, échapper aux prédateurs. C'est une nouvelle vie qui commence. Une vraie vie de lapin. Une fois que j'ai démarré, tout est très calme dans la voiture. J'écoute un peu pour voir s'ils bougent, si je les sens combatifs, prêts à affronter le monde. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer pour eux.
Mais l'avenir de cette espèce dans le New Hampshire et le Maine repose en grande partie sur les 10 lapins qui sont aujourd'hui dans mon van. On a vraiment besoin qu'ils viennent repeupler ce nouvel habitat qu'on a créé pour eux. Ces jeunes lapins de Nouvelle-Angleterre vont être relâchés dans des enclos spéciaux où ils vont passer quelques semaines afin d'apprendre à appréhender leur nouveau monde. Bien sûr, il faut couper l'électricité avant d'entrer dans l'enclos. C'est un dispositif qui sert à éloigner les prédateurs. On a aussi prévu ces réflecteurs à surface lisse qui empêchent les animaux de grimper à la grille. Ils n'ont aucune prise. Cet enclos les protège des prédateurs au sol, mais pour que cet entraînement soit profitable, ils sont quand même exposés aux menaces venues du ciel. Voici le moment de vérité. Celui où les jeunes lapins vont faire leur première expérience de la vie dans la nature. Il y a tant de nouvelles sensations. Leur nez ultrasensible se contracte jusqu'à 120 fois par seconde pour analyser une myriade d'odeurs et leurs oreilles font office d'antennes paraboliques prêtes à capter tous les sons inconnus. Au début, ils ne savent pas très bien s'ils peuvent bouger, ni comment. Et c'est génial de les voir enfin se lancer et se dire « Oh, je suis libre! Je peux sauter par ici et aussi par là. » C'est vraiment très très beau à voir. Grâce à des caméras cachées, nous vous emmenons dans les profondeurs des fourrés pour assister à ces premières heures de liberté. À la nuit tombée, c'est encore un autre monde qui s'ouvre à eux. Pour survivre, ils vont devoir apprendre à échapper aux prédateurs qui voient la nuit. Par chance, l'épaisse végétation de leur milieu naturel leur offre un abri sûr contre les nombreux dangers. Je crois que je suis attirée par les causes perdues, parce que je suis très optimiste. Et c'est essentiel pour une espèce comme celle-ci, qui demande beaucoup de soins de la part d'un grand nombre de personnes. On ne va pas réussir du jour au lendemain, c'est sûr. Alors je préfère me réjouir des petites réussites pour aller de l'avant. De nombreuses espèces de lapins sont aujourd'hui menacées parce qu'elles sont adaptées à des environnements très particuliers. Mais pour certaines, cette super adaptation peut aussi être une chance de salut.
Dans les profondeurs des marais du Missouri, la boue et l'humidité créent un habitat idéal pour toutes sortes de créatures étranges. Ici, les animaux sont si discrets qu'ils se croisent rarement entre eux. Dans cet environnement peu commun, on peut s'étonner de trouver des lapins. Mais attention, ce ne sont pas n'importe lesquels. Il s'agit de lapins aquatiques, une espèce à queue blanche qui est la plus grande sur Terre et dotée d'un super pouvoir. Leur grande taille, leur musculature et leur flottabilité en font d'excellents nageurs. Ils sont tellement à l'aise dans l'eau qu'ils traversent sans problème les plaines inondables pour échapper à leurs prédateurs, mais aussi pour se nourrir et s'accoupler. Les lapins aquatiques sont des animaux discrets, à tel point que c'est ici la première fois qu'on a pu les filmer en train de nager. À la différence de certaines autres espèces, les lapins aquatiques ne sont pas menacés de déclin. Tant qu'ils ont un marais ou un cours d'eau à proximité, ils peuvent conquérir de nouveaux territoires tout le long de la vallée du Mississippi. Une fois sur la terre ferme, ils sont tout aussi impressionnants. Ils bondissent plus comme des cerfs que comme des lapins. Une telle puissance est assez rare chez leurs cousins. Les lapins, tout comme les lièvres, ont des capacités naturelles étonnantes qui leur permettent de s'adapter au monde en constante évolution qui les entoure. En Amérique du Sud, les archéologues ont fait des découvertes surprenantes qui pourraient bien changer le regard que nous portons sur ces animaux. C'est l'histoire de toute une espèce que les scientifiques parviennent aujourd'hui à déchiffrer à partir d'ossements de lapins comme ceux-ci. Les archéologues commencent à peine à comprendre l'importance de telles découvertes et ce qu'elles révèlent de l'avenir probable des lapins et des lièvres de cette région. Sur ces parois rocheuses, je recherche des traces blanches comme celle-ci. C'est de la fiente et c'est le signe que des oiseaux viennent ici depuis des milliers d'années pour manger et qu'ils ont laissé tomber des os comme celui-ci en contrebas. C'est un site qu'on appelle l'abri des scorpions et qui est assez exceptionnel. Pas seulement à l'échelle de Baja et du continent américain, mais du monde entier. Parce que c'est l'un des dépôts d'ossements d'animaux les plus riches et il est vieux de 10 000 ans. Il y a des dizaines de milliers d'années, la population de lièvres et de lapins a fortement décliné à travers tout l'ouest des États-Unis. Mais pas ici. Quand on a commencé à examiner ce dépôt, on s'attendait à constater le même déclin, alors que pas du tout. La population de lièvres et de lapins avait littéralement explosé. C'était très étonnant. Et quand j'ai comparé la densité de cette population avec la fréquence des passages du courant El Niño sur les 10 derniers milliers d'années,
il y avait vraiment une corrélation. C'était incroyable. C'était la première fois qu'on établissait un lien entre un grand phénomène climatique et une population de vertébrés. Comme peu d'autres animaux, les lapins et les lièvres savent tirer parti des phénomènes qui affectent le climat mondial, comme El Niño. Ce courant provoque des pluies plus abondantes qui accroissent la végétation, ce qui est une aubaine pour eux. Ils ont des temps de gestation très courts, ce qui leur permet de s'adapter très vite aux poussées de végétation. Leur population peut exploser rapidement, bien plus vite que celle des animaux plus gros qu'on trouve dans le coin. C'est l'avantage avec des phénomènes de changement climatique comme les épisodes El Niño. Ils ont souvent des effets terribles sur nos infrastructures, sur les routes, les barrages. Mais on peut dire que l'augmentation des pluies qu'ils provoquent a beaucoup d'effets positifs sur les espèces animales, ici les lapins et les lièvres. Très souvent, notre affection pour les lapins est née des belles histoires de notre enfance, comme Alice au pays des merveilles. Comme s'il suffisait d'entrer dans un terrier pour se retrouver dans un monde enchanté. Je vous présente Grace. C'est un géant continental. Elle n'a encore que 9 mois. Elle n'a pas encore achevé sa croissance. C'est une espèce qui grandit très vite. À 6 semaines, ils sont déjà comme ça. Et ils n'arrêtent pas de grandir, grandir, grandir. Leur croissance se termine à 18 mois. Allez, viens, mon chou. Je t'emmène. J'aime bien l'idée qu'ils ressemblent aux lapins d'Alice. Parce qu'ils ont vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Ce sont des créatures charmantes, très douces. À vrai dire, ils se comportent plus comme des chiens que comme des lapins. Voici Darius, le lapin le plus long au monde. Mais Darius et ses amis n'ont pas toujours fait l'unanimité. Quand ils sont arrivés ici, ma famille m'a demandé si je n'étais pas devenue complètement folle. Mais non, je trouve que ce sont des animaux étonnants. Allez, toi, tu vas là. Le géant continental est vraiment le plus grand lapin au monde, toute espèce confondue. Mais ils ne sont pas tous aussi grands. Chez nous, ils prospèrent. En effet, les lapins d'Annette sont des champions du monde. Ils ont figuré 4 fois dans le Guinness des records et à ce jour, Darius est toujours le champion en titre. Il fait 1,20 m en extension. Je ne sais pas pourquoi nos lapins sont immenses comme ça. Sûrement parce qu'ils ont grandi dans une ambiance tranquille. Tenez, j'ai quelques articles de journaux. Ici, c'est Roberto, 18 kilos. On avait posé ensemble. Et là, c'est vraiment la meilleure photo. Les gens viennent du monde entier pour les voir. On vend même des petits, mais il y a une liste d'attente. Les lapins, c'est bien connu, ont des capacités reproductives impressionnantes. Parfois, leur efficacité dans ce domaine peut semer la pagaille dans certains milieux, y compris dans des communautés humaines. Dans la petite ville de Canmore, au cœur des montagnes rocheuses,
la présence en grand nombre de lapins en liberté finit par attirer des visiteurs indésirables. Il y a une différence fondamentale entre lapins sauvages et lapins domestiques. Ces derniers ont perdu leur réflexe de fuite face au danger. Pour moi, ces lapins n'ont rien à faire ici. Ce sont des animaux domestiques qui ont été introduits par erreur, sans doute par quelqu'un qui les a laissés s'échapper, et ils ont proliféré. Il y a quelques années, un gars que je connais m'a raconté qu'il avait 2 lapins. Et il croyait que c'était 2 mâles. Il les a donnés à sa copine. En réalité, c'était un mâle et une femelle. Au bout d'un moment, la copine a fini par en avoir assez d'être envahie par les lapins chez elle. Alors elle les a laissés partir. J'habite pas loin de là où ces lapins ont été relâchés. À une époque, il y en avait des milliers. Qui aurait pu imaginer qu'ils se plaisent tant ici? Le climat est très rude en hiver et il y a beaucoup de prédateurs. Mais on peut dire qu'ils ont de la ressource. On a pas mal de lapins comme ça devant notre clinique vétérinaire. Un soir, j'étais de garde et je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit « Je suis devant votre clinique. Je pense que vos lapins ont dû s'échapper. » De toute évidence, cette dame n'était pas du coin. Canmore a vraiment une situation unique entre le parc national de Banff et le Kananaskis. On a des animaux qui passent sans cesse d'un parc à l'autre, des grizzlies, des loups, des pumas, qui suivent des corridors biologiques. Ils viennent tout près de la ville, et n'importe quel prédateur qui se respecte sait bien qu'il y a des milliers de lapins en liberté ici. C'est ce qui les attire en ville. On a déjà vu des grizzlies, des pumas et des coyotes pour chasser des lapins jusque dans le centre et les attraper, ou du moins essayer. Vous pouvez imaginer les problèmes que ça peut poser en matière de sécurité. Il y a vraiment une tolérance zéro quand un puma ou un coyote est attiré en ville pour chasser des lapins. Quand ils le font et que quelqu'un les voit, alors on envoie un des agents du parc pour les tuer. Au bout de 20 ans, la petite ville de Canmore n'a plus pu ignorer le problème. Il a fallu passer à l'action. C'est vraiment un sujet sensible avec les habitants de la ville. Les lapins sont de petits animaux mignons comme des peluches. Les gens refusent qu'on les tue, on a même pensé les stériliser. Bref, c'est devenu un enjeu politique. Pendant un moment, il y a vraiment eu 2 camps. Et quand la municipalité a commencé à parler d'exterminer les lapins, toute une partie de la population a crié au scandale. Si vous êtes pour qu'on laisse ces lapins en vie, on vous reproche de contribuer au problème. Et si vous êtes d'accord pour qu'on les tue, on vous reproche de ne pas respecter la vie des animaux. Après bien des débats et différentes initiatives, dont une campagne coûteuse de stérilisation et de relocalisation, la municipalité a fini par opter pour un programme d'élimination sélective. Mais à ce jour, les lapins courent encore. Il me semble que ceux qui ont survécu se trouvent plutôt aux abords des centres commerciaux, des grands restaurants ou alors entre les rails de chemin de fer. Il y a tellement d'activités dans ces zones que les pumas et les coyotes n'osent pas y aller. Je pense que les lapins se sont peu à peu réfugiés dans ces zones-là. C'est ainsi que la petite ville de Canmore a appris à ses dépens que les proies attirent toujours les prédateurs. Ici, dans le nord canadien, les scientifiques observent de près 2 espèces qui ont développé entre elles une synergie très particulière.
Le lynx du Canada est remarquablement bien adapté à la vie dans la forêt boréale, où la neige recouvre le sol jusqu'à 9 mois par an et où la température tombe souvent à moins 40 degrés. Mais il n'est pas le seul. Le lièvre d'Amérique, avec ses puissantes pattes arrière et son pelage couleur de neige, supporte très bien ces conditions extrêmes. Et dans ce petit corps d'apparence chétive, bat un cœur de lion. C'est un guerrier qui ne manque pas d'atouts pour survivre dans un monde où il attire beaucoup de convoitises. Il y a entre les lynx et les lièvres un lien très étroit et qui existe sans doute depuis des milliers d'années. Nos lièvres sont en quelque sorte adaptés à cette forêt et les lynx, eux, sont taillés sur mesure pour les tuer. Il n'y a pas que les lynx, d'ailleurs. Il y a aussi les grands-ducs, les éperviers, les coyotes. Tous les lièvres meurent tués par leurs prédateurs. Ce lièvre va garder en mémoire le souvenir du stress de cette course, ainsi que des nombreuses autres où il a réussi à échapper à la mort. Aujourd'hui, la science peut expliquer comment ces souvenirs traumatiques ont un effet sur l'équilibre des forces entre les proies et leurs prédateurs. À mesure que les lynx augmentent, les lièvres réagissent au stress chronique en ralentissant considérablement leur reproduction. Au lieu de 4 portées par an, ils passent à 2. Au lieu des 20 petits habituels, ils n'en auront que 7 ou 8. Juste assez pour assurer la survie à long terme de leur population en affamant leurs prédateurs. Le problème pour le lynx, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans ces forêts. Quand il tue trop de lièvres et que ces derniers se reproduisent moins, il y a alors une longue période où les lynx n'ont plus grand-chose à manger et leur population baisse aussi considérablement. Le lynx va alors chercher d'autres territoires où la nourriture est plus abondante, à 500 ou 600 km de là. Mais les lièvres ont un coup d'avance. La peur d'être mangés les conduit à limiter leur reproduction de façon massive. Et partout où les lynx se déplacent, les lièvres se font rares. En gros, ce cycle d'expansion et de déclin dure 10 ans. Mais les recherches de Rudi Boonstra vont plus loin. Au printemps, tandis que le pelage du lièvre passe du blanc au brun, d'autres indices se font jour sur la complexité du phénomène.
J'étudie ces lièvres d'Amérique depuis près de 40 ans. J'essaie d'entrer dans leur tête pour comprendre ce qu'ils ressentent. Et j'ai récolté beaucoup de preuves de leur stress. Un stress très puissant, qui a des conséquences à la fois sur la reproduction, mais aussi sur leur progéniture, par le biais des hormones et du placenta. Lorsque les petits naissent, Rudi Boonstra fait une analyse génétique très poussée pour essayer de comprendre comment les femelles transmettent à leurs petits le message de limiter eux-mêmes leur reproduction. Les jeunes portent cette marque dans leurs gènes, comme les fantômes de tous les prédateurs du passé, et cela affecte leur croissance et leur reproduction. Après la phase de déclin, qui dure 2 ou 3 ans, en fonction de son intensité, les lièvres devraient en théorie connaître un rebond. Mais ce rebond tarde à venir, même quand le nombre de prédateurs a diminué. Au contraire, les lièvres maintiennent un effectif réduit bien au-delà de ce que les scientifiques auraient pu imaginer. Ce ralentissement dure sur plusieurs générations. Ainsi, ces créatures discrètes que tous les autres animaux convoitent parviennent à retourner la situation à leur avantage. Autrement dit, à agir sur le destin de leur espèce, mais aussi sur celui de leurs prédateurs, sur plusieurs générations. Il y a toujours quelque chose de fascinant chez les grands prédateurs. Mais parfois, les seconds rôles, ceux qui semblent voués à disparaître parce que trop vulnérables, sont tout aussi captivants. Ce sont même souvent eux qui mènent la danse. Car la force s'exprime de différentes manières, et ces créatures en apparence passives sont bien plus résistantes qu'il n'y paraît. De véritables champions de la survie.